Haine et succès. L'histoire oubliée de Tutsi du Grand Lac. Tutsi a massacré les Tutsis. Ce sont des Rwandais. J'ai renvoyé ces Rwandais à Kigali. de la communauté Tutsi. Une femme Tutsi, il faut faire attention. Bonjour, je suis né dans l'est du Congo, dans une région où les histoires se transmettent comme des héritages. Et dans ces histoires, les Tutsis ont toujours occupé une place très compliquée. Ils ont toujours été la raison des haines de beaucoup de personnes. Mais avant de comprendre pourquoi, il faut d'abord détruire certains mensonges qui ont été façonnés pour nos perceptions. Partie 1. Les mythes à démolir. Premier mensonge. On nous a raconté que le statut de Tutsi pouvait s'acheter avec des vaches. Mais la réalité était plus complexe. Comme l'explique le professeur David Newberry, dans ses recherches, l'identité n'était pas fixe. Elle pouvait changer selon des facteurs comme la position de bétail, la lignée et le statut social. En vérité, sous le roi, votre statut dépendait du roi lui-même. Si le roi vous donnait des vaches ou reconnaissait votre cheptel, vous devenez Tutsi. Si le roi vous retirez vos vaches, vous redevenez Hutu. C'était un système fluide où l'on pouvait changer d'identité en une génération. Les Belges, voyant Tutsi plus grand, crurent à une différence raciale. Mais la vérité est simple. Ils étaient tous le même peuple. Les vaches, comme richesse, faisaient la différence et pas la naissance. On dit aussi que les Belges et les Allemands favorisaient les Tutsis par racisme. Mais la vérité est beaucoup plus différente de celle-là. Comme l'explique l'historien Gérard Prunier, les administrateurs coloniaux ont perçu les élites Hima Tutsi comme le plus organisé et administrativement efficace. C'est exactement la même chose de ce qui s'est passé au Congo, où les Belges ont d'abord collaboré avec le royaume Congo, d'où vient même le nom de notre pays. Ce n'était pas par préférence racisme pour le Bas-Congo, mais c'était de la pragmatisme colonial. Et surtout, on présente souvent les Tutsis comme des agresseurs naturels. Mais, comme le rappelle le rapport des Nations Unies sur le conflit de Grand Lac, les minorités qui font face à des menaces existentielles développent nécessairement des mécanismes de défense. Être minoritaire dans une région où votre existence est constamment contestée, ce n'est pas une excuse, mais une explication. Toutes nos ethnies ont connu ces cycles de violences défensives. Partie 2. Le couteau coloniaux. Notre histoire tragique commence vraiment quand les Européens arrivent avec leurs mesures et leurs classements. En 1924, la Belgique reçoit le mandat de la Société des Nations pour gouverner le Rwanda au Burundi. Là, il commence l'erreur fatale. Transformer des hiérarchies sociales fluides en catégories raciales rigides. Dans les années 1930, chaque citoyen se voit attribuer une carte d'identité indiquant son ethnie, Hutu, Tutsi ou Twa. Comme le souligne le chercheur André Guishawa, cette classification bureaucratique a transformé l'ethnicité en fait administratif, condition préalable pour accéder à l'éducation, à l'emploi et aux droits légaux. Et quand le pouvoir change, demain, après l'indépendance, ces divisions artificielles deviennent des armes. Au Rwanda, le régime de Kayibanda, puis Habyarimana, de 1962 à 1994, met en place une discrimination systématique contre les Tutsis. Depuis 1961, des troubles, puis l'accession à l'indépendance du Rwanda, ont obligé quelques 120 000 personnes, pour la plupart des Vatutsis, à quitter leur pays. Il les prive de citoyenneté, les exclut de la fonction publique et de l'armée. Comme le rapporte le tribunal pénal international pour le Rwanda, l'idéologie unitaire entre ces régimes successifs était frappante, tout poursuivant des politiques visant à consolider le pouvoir Hutu et éradiquer l'influence Tutsi. Comme certains documents qui prouvent carrément de la haine contre les Tutsis, expliquant les 10 commandements des Hutus en 1990. Contrairement au Burundi voisin, les scénarios s'inversent, mais le drame restait le même. La minorité Tutsi du Burundi maintient le contrôle de l'État après l'indépendance, mais au prix d'une exclusion extrême de la majorité Hutu. En 1972, quand une rébellion Hutu éclate, l'armée, à grande partie
Tutsis riposte avec une violence sans précédent. L'historien René Le Marchand rapporte « Le massacre a fait entre 100 000 et 300 000 victimes, intensifiant le contrôle Tutsi mais enterrant une génération de ressentiments Hutus. » Partie 3. Le poison mobutiste. Pona Hutu contre Tutsi, pona Tutsi contre Hutu. Aïe, Tozali et Kolo, on est. Mais c'est chez nous, au Congo, que cette histoire prend une tournure particulièrement cruelle. Alors, après avoir assassiné Lumumba en 1961, Mobutu affronte une rébellion majeure dans l'Est, menée par Pierre Moulele. Pour mettre cette opposition, il choisit une stratégie diabolique. Divisé pour régner. Il se tourne vers un homme, Barthélemy Bisengimana, réfugié rwandais lui-même qui devient son bras droit. En 1972, Mobutu signe une loi qu'il croit généreuse, accordant la nationalité zaïroise à tous ceux présents avant l'indépendance. Mais dans son arrogance, il ne comprend pas la complexité historique qu'il manipule. Comme l'explique le chercheur Jason Stearns, Mobutu voyait le Banyarwanda comme des étrangers qui pouvaient instrumentaliser, ignorant délibérément leur histoire pluriséculaire dans cette ère. La réalité est que le rwandophile du Congo se divise en 3 catégories bien distinctes. Comme le documente le rapport de l'UNU, les communautés rwandophones de l'Est du Congo ne constituent pas un groupe homogène, mais plutôt 3 vagues historiquement identifiables. La première catégorie, ceux qui vivaient là, bien avant les frontières coloniales. Quand les Européens ont tracé des lignes sur ces cartes à Berlin en 1885, des familles entières se sont retrouvées du côté congolais sans avoir jamais bougé. Comme le confirme le géographe Gérard Prunier, dans la région frontalière du Kivu, les mêmes clans et la même famille se retrouvent de 2 côtés de la frontière moderne, séparés artificiellement par la colonisation. La deuxième catégorie, ceux que les Belges ont forcé à migrer. Le rapport de la Banque mondiale est clair. De 1930, les travailleurs originaires du Rwanda et du Burundi constituaient 30% de la main-d'œuvre dans les mines du Katanga. Ces gens n'ont pas choisi de venir. On les a déportés pour exploiter leurs bras. Leur présence n'était pas une faveur, mais une injustice coloniale. La troisième catégorie, les réfugiés des années 1959 à 1964, fuyant les massacres anti-Tutsi au Rwanda. Mais comme le rapporte le Conseil économique et social des Nations Unies, la majorité de ces réfugiés sont retournés au Rwanda, laissant principalement les 2 premières catégories sur le territoire zaïrois. Pour les premiers, Mobutu n'a fait aucune faveur. Ils étaient congolais par droit historique. Pour les seconds, il n'a fait qu'officialiser une présence forcée par ses prédécesseurs coloniaux. Dans sa quête de pouvoir, il a transformé une question historique complexe en arme politique, créant un chaos qu'il ne maîtrisait pas. Comme le constate l'historien Séverin Oster, la politique de Mobutu n'a pas résolu la question de Banyarwanda. Elle l'a empoisonné pour des générations. Et cet empoisonnement s'explique par l'exclusion totale de toute personne qui parle Kinyarwanda dans la conférence nationale souveraine du Zaïre de 1990 où Mobutu a voulu réformer la République en appelant 2800 représentants provenant de plus de 200 partis politiques, de groupes professionnels et d'associations venant de tout le coin du pays, réunis au Palais du Peuple à Kinshasa à partir du 7 août 1991. Et ayant exclu les Banyarwanda, Mobutu a empiré le poison. En 1982, le décret numéro 61 annule purement et simplement les certificats des nationalités délivrés en 1972 et la nationalité zaïroise accordée aux Banyarwanda est enlevés. Les résultats, des expulsions forcées, des familles entières jetées à la rue, déchues de leur nationalité. Le Conseil économique et social des Nations Unies reçoit de rapports accablants décrivant la situation désastreuse de ces réfugiés, mettant en évidence le lien entre les révocations de la nationalité et les violences qui ont suivi. Et, malheureusement, même le Rwanda, dirigé par Habyarimana, gouverné par des Hutus, refuse de les accueillir. Ces gens sont devenus des parias, rejetés partout. Cette plaie infligée aux Tutsis ne guérira jamais vraiment. Parce que, même jusqu'en 1998, quand Laurent Désiré Kabila reproduit les mêmes politiques que Mobutu, chassant publiquement le Tutsi de l'armée, la guerre éclate. Goma est occupé, Bukavu par le rebelle. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour vous compreniez que ce sont les Rwandais? La révolution que nous sommes en train de mener, et je vous l'ai dit très bien, véhiculer ce message, ce n'est pas une révolution étrangère. C'est une révolution nationale. Ce sont les Congolais qui se sont, mais les Congolais se sont sentis abandonnés, les Congolais
ils ont compris que ce que Mobutu faisait, il n'y a pas de différence avec ce qu'Abel est en train de faire. La première guerre du Congo devient le conflit le plus meurtrier de l'histoire africaine. Comme l'expliquent les chercheurs Jason Stearns, la question non résolue de Banyarwanda a servi de prétexte à l'intervention de puissances régionales dans les affaires congolaises. Et notre Est est devenu une poudrière permanente. Partie 4. L'audation régionale. Mais cette haine n'est pas seulement congolaise. Partout dans la région, les dirigeants ont utilisé les Tutsis comme bouc émissaire. En Ouganda, par exemple, après l'indépendance, le gouvernement de Milton Obote les qualifie littéralement d'étrangers, puis arrive Idi Amin en 1972. En 1972, Idi Amin ordonne l'expulsion de tous les Asiatiques, mais simultanément, il intensifie les pressions contre les Banyarwanda. Des centaines de milliers sont forcés de fuir, comme le rapporte le chercheur Mahmoud Mamdani. Cet événement représente une domestication du sentiment anti-Tutsi, où la cible n'est pas un ennemi étranger, mais une minorité résidente perçue comme économiquement prospère et culturellement distincte. Décennie après décennie, pays après pays, le même schéma se répète. Les dirigeants incapables de résoudre les vrais problèmes de leur pays utilisent les Tutsis comme bouc émissaire. Comme l'observe le sociologue Thomas Sowell dans son étude des minorités intermédiaires, ces groupes deviennent de boucs émissaires commodes pour les frustrations économiques de la population majoritaire. Why this particular kind of people are the targets of so much venomous hatred? And I think the answer is that they not only succeed, they succeed in a way which is a threat to the egos of other people. Mais voici ce que personne ne vous dit. Malgré cette haine constante, ces violences périodiques, ces exclusions légales, les communautés Tutsis ont développé une résilience extraordinaire. Non pas par nature, mais par nécessité. Quand on vous interdit la terre, vous investissez dans l'éducation. Quand on vous exclut du pouvoir politique, vous créez des réseaux économiques transnationaux. Comme l'explique le chercheur Philippe, l'accent mis stratégiquement sur l'éducation est devenu un mécanisme de survie, transmis de génération en génération. Dans des contextes où la propriété foncière et le pouvoir politique étaient inaccessibles aux Tutsis. En raison de lois discriminatoires, exceller académiquement offrait une voie viable vers des professions qualifiées dans l'administration, la médecine, l'ingénierie et le commerce. Et quand on vous expulse de votre pays, vous créez des réseaux diasporiques qui deviennent des bouées de sauvetage. Ces réseaux facilitent le mouvement de capitaux, d'informations et de biens à travers des frontières. Comme le note le rapport de l'UNU, l'expérience répétée des déplacements et de l'exil a favorisé la création de communautés diasporiques transnationaux qui fonctionnent comme des systèmes de soutien vitaux. Mais cette réussite même devient le carburant de la haine contre les Tutsis parce qu'ils réussissent malgré tout, parce qu'ils rebâtissent toujours, parce qu'ils excellent là où d'autres échouent. Ils deviennent encore plus détestés. C'est cette réussite qui rend le génocide de 1994 encore plus incompréhensible, encore plus tragique. Partie 6. Le génocide et la lumière après les ténèbres. En 1994, 100 jours, 800 000 morts. Le génocide contre le Tutsi et le Hutu modéré au Rwanda, ce n'était pas une explosion spontanée de violence tribale. Comme le déclare le rapport des Nations Unies, ce fut un programme d'extermination parrainé par l'État, méticuleusement planifié par des dirigeants Hutus extrémistes. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a ultérieurement condamné les auteurs pour crimes contre l'humanité et génocide, ciblant explicitement les Tutsis comme groupe à annihiler. Le Front patriotique rwandais, dirigé par de Tutsis exilés, met fin au génocide et prend le contrôle du pays. Face aux ruines, face aux corps qui jonchent les routes, face à l'économie détruite, ils auraient pu choisir la vengeance. Tout le monde s'y attendait. Mais ils ont choisi autre chose. Comme le témoignent les chercheurs Scott Strauss, le gouvernement rwandais post-génocide a fait le choix radical de la reconstruction sur des bases exclusives plutôt que sur la vengeance ethnique, ayant même choisi un président Hutu pour diriger le Rwanda après le génocide. Ils ont choisi le pardon. Pas le pardon facile,
pas l'oubli, mais un pardon qui permet de construire ensemble. Ils ont créé le Gacaca, ces tribunaux communautaires qui ont jugé plus d'1 million de cas, non pas pour punir, mais pour élever la vérité et permettre la réconciliation. Comme l'explique le philosophe Jean-Pierre Karégaye, la justice traditionnelle rwandaise a été réinventée pour servir la reconstruction nationale plutôt que la simple punition. Et les résultats? Rwanda d'aujourd'hui est l'un des pays africains à la croissance la plus rapide. La pauvreté a diminué de moitié depuis 2000. Le pays est propre, sûr, bien administré. L'indice de développement humain a progressé de 40% en 2 décennies. Comme le rapport de la Banque mondiale, la transformation économique du Rwanda post-génocide est l'une des plus impressionnantes du continent africain, avec une croissance moyenne de 7 à 8% par an pendant plus de 2 décennies. Mais surtout, ils ont réussi l'impensable. Ils ont recommencé à guérir les blessures ethniques. Les cartes d'identité ne mentionnent plus l'ethnie depuis 1996. L'éducation enseigne l'unité nationale plutôt que les divisions tribales. Comme le dit la chanteuse rwandaise Cécile Kayirebwa, nous ne sommes plus Hutu, Tutsi ou toi, nous sommes Rwandais. Est-ce parfait? Non, mais ça a un début et un début magnifique. Et une note de violence. L'ambassadeur est accusé de révisionnisme. A agressé la RDC. Vous êtes chez vous, vous avez un criminel, vous avez des suspects, comme vous avez des suspects, Mongwanda Zaïté, Mokonga Zaïté, évidemment, vous avez des étiquettes. Vous avez Lingomba, Lisanga, Boboto, Yesika Moko. Partie 7. Construire ensemble, ici au Congo. Et maintenant, je vous pose la question qui me hante. Depuis que j'ai commencé cette recherche, pourquoi ne pouvons-nous pas faire la même chose ici au Congo? Pourquoi ne pouvons-nous pas construire ces sociétés où la haine ethnique n'a plus sa place? Parce que nous continuons de reproduire les erreurs du passé. Parce que nos dirigeants actuels trouvent beaucoup plus facile à diviser les gens qu'à construire un pays. Les gens doivent prendre les armes, les flèches, les lances et autre chose. Parce que sinon, on va devenir l'esclave de ce petit monsieur de Hutu, de Tutsi plutôt. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, mot de retenir en haut. Parce que la question Banyarwanda reste toujours non résolue. Comme le déclare le chercheur Séverine Otesser, les conflits dans l'est du Congo ne sont pas principalement ethniques mais politiques. Les dirigeants utilisent l'ethnicité comme outil pour accaparer les ressources et le pouvoir, comme l'a fait le tout récent président qui a donné des déclarations de haine contre le Rwanda pour gagner les élections. Mais regardons, ces jeunes au marché de Goma, ces étudiants dans l'université de Kisangani, ces travailleurs dans les mines du Katanga, ils ne veulent pas de haine, ils veulent simplement construire. Il existe des initiatives, des villages de paix, des programmes de dialogue interethnique financés par des organisations locales. Le Rwanda nous montre par la voie. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont choisi de regarder en avant plutôt qu'en arrière. Comme le dit le président Paul Kagame dans un discours rarement cité en entier. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons changer ce que le passé signifie pour notre avenir. Ici au Congo, nous avons tout pour réussir. Nos richesses naturelles, nos jeunesses, nos diversités culturelles qui devraient être notre force, pas notre faiblesse. Nous n'avons pas besoin d'effacer nos différences, mais de les célébrer comme des contributions à une même nation. Le secret n'est pas dans l'oubli, mais dans le souvenir transformé. Pas dans la vengeance, mais dans la justice restauratrice. Pas dans la division, mais dans l'inclusion. Comme les Rwandais l'ont appris, après leur dépens, quand on construit sur la haine, tout s'effondre. Mais quand on construit sur les respects mutuels, sur la dignité de chaque être humain, sur la conviction que notre destin est lié, alors même les ruines les plus complètes peuvent devenir le fondement d'une nouvelle société. Je suis Congolais, je suis né dans l'Est, cette terre bénie mais meurtrie. Et je crois de tout mon cœur que nous pouvons encore écrire une nouvelle histoire. Une histoire où un Tutsi, un Hutu, un Ndé, un Rwandais, un Luba, un Congo, tous ensemble construisent le Congo que nos ancêtres ont toujours rêvé. Parce que le Congo n'appartient à aucune ethnie.